Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Une semaine s'est écoulée hier, une nouvelle commençant aujourd'hui. Regardons vers le haut, vers le Seigneur. Remercions le Tout-Puissant de nous avoir octroyé cette semaine et tâchons d'en faire du bien, d'en faire de l'utile et du bienveillant pour la République togolaise de droit que nous voulons bâtir de tous nos rêves. À la technique, Michel Vitogbe, Kokou Tomega et Jiro Dakucha. Au club de la presse aujourd'hui, que vous suivez un peu partout à Lomé, ici sur les ondes de Canal FM, mais également à Sokoré, sur les antennes de Radio Centrale FM, à Bassar avec Radio Daoul, Dapon avec Radio Courtoisie, Niamtougou avec Radio Sama FM, à côté ici avec Radio Lumière à Nera. Et dans le monde entier, dans les Amériques, en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout, grâce aux médias partenaires, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Eh bien, au menu de l'émission aujourd'hui, nous allons revenir sur la riposte au nouveau coronavirus. C'est l'actualité, malheureusement, de par le monde entier. Nous allons également partager la promotion du label Made in Togo, tel que le journaliste le voit et le souhaite. Nous allons également parler de la rentrée politique que l'ANC a opérée samedi à l'occasion des 10 ans de son existence sous la forme d'un conseil national. Et nous allons également pister le gouvernement Tomenga Dogbe, ou bien plutôt le tandem Fort Victoire, comme certains journaux l'écrivent. Et pour tout cela, la personne ressource sur le nouveau coronavirus, c'est une dame qui était déjà avec nous une ou deux fois, Docteur Wembo Alatoko, bonjour. Bonjour, Sas. Eh bien, Alatoko Wembo, qui est médecin, mais qui est surtout la directrice générale de l'Institut national d'hygiène, l'INH. Madame, un petit mot sur votre institution. L'Institut national d'hygiène, c'est une structure publique avec une autonomie de gestion qui œuvre essentiellement dans le domaine de la santé publique, en dehors des analyses de biologie médicale qu'on fait pour confirmer ou suivre les pathologies habituelles. Il intervient également dans le contrôle de la qualité de l'eau et des aliments, dans la vaccination pour les voyages internationaux et surtout dans cette période de pandémie, dans la confirmation de tout ce qui est comme maladie à potentiel épidémique et bien entendu également dans la formation des acteurs de santé en étant un centre de stage pour les étudiants en médecine, pharmacie et aussi pour les techniciens des laboratoires. Vous comprenez que nous avons une personne bien placée pour nous entretenir sur la riposte à coronavirus aujourd'hui. Le confrère, un petit vieux que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, Vandelin Moukpe, bonjour. Bonjour Innocent, auditrice, auditeur de Canal FM, je vous salue. Du journal La Montagne, dont la voix nous manque depuis quelque temps, et vous êtes venu pour rester, Vandelin. Le micro, s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, je suis là. Mais il n'y a pas qu'aujourd'hui. Ben, voilà, je suis là, je suis en forme. Et si Dieu nous donne des jours, on va toujours venir. Dieu nous donnera des jours pour que nous vous ayons avec nous, n'est-ce pas, Aliro Mourou Tchakala? Absolument, il en a encore pour de très nombreuses années avec nous. Donc, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Je souhaite à tout un chacun un très bon début de semaine. Et bon séminaire à l'équipe gouvernementale. Nous allons en parler. Alir Mour Tchakala, c'est courrier de la République. On peut dire qu'on a au moins 2 générations dans ce studio parce qu'en face de Vandelin Moukpe, Didier Assogba, qui aurait pu être son fils. Didier, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour au papa, bonjour à l'aîné et puis bonjour à madame en studio. Il y a quelqu'un qui disait que la démocratie, c'est vraiment impoli. On met autour de la même table des enfants, leurs parents et leurs grands-parents. C'est ainsi que va la démocratie et en tout cas que nous voulons la pratiquer. Et pour bien faire la démocratie, il faut être sage. C'est pourquoi nous démarrons le club de la presse toujours par des pensées du jour. Et celle d'aujourd'hui nous dit que la raison est la fille du temps et elle attend tout de son père.
Encore une fois, la raison est la fille du temps et cette raison attend tout de son père qui est le temps. Nous démarrons très rapidement avec le nouveau coronavirus et notre invité Dr Wembo Alatoko que je salue encore une fois. Eh bien, avant les commentaires rapidement, ces titres de journaux, le confrère l'économiste nous rappelle que le conseil scientifique a fait le point à la première ministre en fin de semaine dernière et Togo Matin nous rappelle ce que Madame Tomenga Dogbe et le conseil scientifique s'étaient dit. Autre journal, c'est le correcteur qui écrit lui que des asymptomatiques mélangés avec les autres patients, est-ce pour pérenniser la maladie au Togo? C'est la question que pose le confrère, le correcteur. Mais Madame Alatoko, on assiste un peu partout dans le monde à une deuxième vague de contamination au point que des pays comme l'Allemagne mettent même leur capitale Berlin pratiquement en confinement. Le même phénomène qu'on constate un peu partout en Europe et dans le monde entier, docteur. Oui, c'est bien cela. À une deuxième vague, surtout dans les pays qui avaient connu la première vague avant nous. Et donc, notre crainte maintenant, il ne faudrait pas que nos pays aussi rentrent dans cette deuxième vague. Merci, mais cela dépendra de notre prudence, de notre discipline à observer les règles, les barrières. Très rapidement, les chiffres tels que le gouvernement les a rendus publics hier. Au soir d'hier, le Togo totalisait 49 décès pour 434 cas qui étaient suivis dans les centres de prise en charge. Un total de 1940 cas de contamination depuis le 6 mars. Et l'information qui porte espoir, c'est 1457 guéris. Alors cela nous amène, docteur, à revenir sur les centres d'analyse au nouveau coronavirus. Le centre par excellence, c'est votre établissement, l'INH. Oui, c'est bien cela. C'est le centre de référence pour la confirmation du nouveau coronavirus et au-delà de l'Institut national d'hygiène qui est basé à Lomé avec son antenne à Kara, nous avons d'autres centres qui confirment les cas de Covid-19, notamment à Dapaon, au CHR de Dapaon, à Kara, au CHU de Kara, à Sokodé, au CHR de Sokodé et au CHU SO. À Lomé. Au centre hospitalier Olympio. Oui, est-ce que vous avez également une antenne à l'aéroport de Lomé? Oui, bien entendu. Cette antenne sert au dépistage de tous les voyageurs à l'arrivée comme au départ par voie aérienne. Et tous les démembrements de l'INH sont véritablement opérationnels? Oui, pour confirmer les cas de Covid-19. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec la procédure pour le dépistage. Alors, au début de la maladie, pour que quelqu'un sache pour la première fois qu'il est porteur du nouveau coronavirus, quelle est la procédure à suivre pour se faire dépister? La procédure à suivre pour se faire dépister, elle est fonction du statut de la personne. J'appelle statut, c'est la catégorie. Ce sont des catégories de personnes que nous avons définies pour la surveillance, cette surveillance épidémiologique de Covid-19. Donc nous avons des personnes dites suspectes sur la base d'un certain nombre de signes que tout le monde connaît d'ailleurs maintenant, maux de gorge, fièvre, céphalée, fatigue, et ça vous répondez à notre critère de définition de cas suspect. Donc vous vous rendez dans une formation sanitaire la plus proche, formation sanitaire publique comme privée, qui rentrera en contact avec la formation sanitaire du chef-lieu de district qui va organiser le prélèvement pour convoyer au centre de dépistage le plus proche, c'est-à-dire le labo le plus proche. Si vous avez été en consultation au CHU SO, le prélèvement se fait là-bas et on fait aussi le dépistage là-bas. Si c'est à l'intérieur, vers la partie septentrionale, on convoie les échantillons à l'INH, Kara, ou si vous êtes un patient hospitalisé,
On peut faire le test directement là où vous êtes hospitalisé, s'il y a un labo qui est en place, notamment au CHR d'Apanho, au CHU Kara, et pour ne pas me répéter, au CHUSO. Voilà pour les catégories présentant des signes appelés cas suspects. Maintenant, pour les contacts, ça veut dire que vous avez été en contact avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant la confirmation. Et ça, ces personnes contacts sont suivies par les districts. Et au bout... Les districts sanitaires. Les districts sanitaires. Et au bout, à la fin des 14 jours de suivi, ils font l'objet de 2 prélèvements. Le premier prélèvement autour du 8e jour et le deuxième prélèvement autour du 14e jour. Ça, c'est la catégorie des cas, des contacts. Maintenant, la catégorie des voyageurs qui nous revenaient par voie terrestre, cette catégorie est suivie également comme des contacts, à la différence que dès leur entrée sur le territoire togolais, ils font l'objet d'un premier prélèvement, ensuite le second prélèvement vers le 8e jour et le 3e prélèvement à la fin du suivi autour de 14, maximum au 16e jour. Donc la 4e catégorie, ce sont les voyageurs par voie terrestre et par voie aérienne qui ont besoin d'une attestation pour voyager. Et là, puisque la plupart des voyageurs passent par Lomé, il y a le laboratoire de l'aéroport qui est dédié à ces voyageurs-là. Et tout votre enregistrement, votre paiement se fait sur la plateforme voyage.gouv.tg et vous présentez à l'ancienne aérogare pour le prélèvement. Et les résultats vous sont envoyés dans les 24 heures électroniquement par votre adresse mail que vous auriez introduite sur la plateforme. Ou au pire des cas, si vous ne l'avez pas dans les 24 heures, vous passez à l'INH pour avoir la version imprimée. Voilà la procédure du premier dépistage pour les patients normaux qui développeraient des symptômes. Pour les voyageurs par voie du terre, les voyageurs par les airs, et également les personnes contacts. Maintenant, les cas positifs qui ont été admis au centre de traitement, soit asymptomatiques, ou bien qui développaient réellement la maladie, à la fin, comment est-ce que vous y prenez pour les dépister et nous certifier qu'ils sont à présent guéris? Ces cas confirmés, pour être déclarés guéris, doivent présenter 2 fois consécutivement un test négatif. Et le premier test contrôle après leur hospitalisation, on le fait vers le 10e jour. Et si dès le 10e jour déjà le test est négatif, on fait le deuxième test de contrôle vers le 72 heures ou au pire 3 jours après le premier test contrôle négatif. Et là, si les 2 tests sont négatifs consécutivement sans un autre test positif entre les 2, la personne est déclarée guérie. C'est simple comme ça. Maintenant, le dépistage, ça a quand même un prix. Alors, qui est-ce qui s'en acquitte? Qui est-ce qui paie le prix du dépistage? Bon, dans toute cette catégorie, ces catégories que je viens de citer, il n'y a que la dernière catégorie, les voyageurs par voie aérienne, qui paient leurs tests eux-mêmes. Le reste est subventionné jusqu'à aujourd'hui par le gouvernement qui continue, par l'État qui le fait avec l'aide, avec l'appui des partenaires internationaux. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce que ça coûte, un dépistage? Tout frais confondus, sans parler des ressources humaines, ça revient autour de 40-50 000. Un test. C'est pour cela que le test pour les voyageurs a été fixé à 40 000 pour être raisonnable. Franc CFA. Oui, franc CFA. Maintenant, une question qui revient souvent dans la bouche des auditeurs. Est-ce que quelqu'un qui a été testé positif, asymptomatique, ou qui a développé la maladie, mais qui après a été testé guéri, est-ce que cette personne-là peut encore développer de nouveau la maladie, docteur? Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de recul scientifique pour être ferme sur cette question. Mais les tendances actuelles font croire que il y a possibilité de réinfection.
parce qu'il y a eu un certain nombre de cas, même si c'est petit, apparemment 2 cas de réinfection en Europe et en Asie, dû à des virus pas de même souche. Donc, jusqu'à cette dernière connaissance-là, une personne infectée peut refaire l'infection au nouveau coronavirus. Donc, toujours de la prudence. Oui, de la prudence. Merci. Autre question dont les auditeurs nous assaillent souvent. Comment est-ce que le suivi des porteurs asymptomatiques est fait? Que ces personnes-là asymptomatiques soient à leur domicile ou dans des hôtels réquisitionnés à cet effet, comment est-ce que ils sont suivis pour s'assurer qu'ils ne s'éparpillent pas un peu comme ça dans la nature, pour parler comme monsieur, madame, n'importe qui. Les cas asymptomatiques, jusqu'à aujourd'hui, sont suivis dans les hôtels, essentiellement, pour éviter qu'ils rentrent en contact avec leurs proches et qu'ils ne continuent pas à propager le SARS-CoV-2. Et ces cas, quand ils sont en isolement dans les hôtels, font l'objet d'un suivi quotidien, sinon bi-quotidien, des paramètres vitaux pour s'assurer que ils ne vont pas d'un moment à l'autre devenir symptomatiques et pire encore basculer vers une forme grave. Donc, au bout des 10 jours d'isolement, ils font l'objet d'un test, le premier test de suivi. S'il est négatif, on fait le deuxième test dans les 48-72 heures qui suivent le premier test de suivi. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des cas asymptomatiques qui sont autorisés à observer la quarantaine chez eux à domicile? Les réflexions sont en cours pour arriver là, mais c'est pas encore ficelé, parce qu'il faut quand même s'assurer d'un certain nombre de choses, notamment la maturité des personnes à vraiment respecter l'isolement à domicile chez soi, et aussi l'organisation des tests biologiques à domicile, comment ça va se faire. Donc tous ces éléments sont en cours de réflexion, et dès que tout sera ficelé, on verra comment organiser ces suivis ou ces isolements de cas asymptomatiques à domicile. Merci Madame Dr Wembo Alatoko, la directrice nationale directrice générale de l'Institut national d'hygiène, qui est à nos côtés, qui éclaire nos lanternes sur certaines préoccupations que nous recueillons des auditeurs. Mais Madame est à notre disposition sous le coup de 12 heures. Nous allons ouvrir les antennes. Les auditeurs pourront toujours intervenir sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour porter à Madame leurs préoccupations personnelles. Chers confrères, un petit mot, commentaire ou bien question, Madame Alirou? Non, j'ai une petite question. J'ai suivi la présentation plus que claire de Madame la directrice. Est-ce que la même procédure a lieu un peu partout dans le monde, ou bien c'est un cas singulier au Togo, c'est-à-dire le suivi des malades, la prise en charge? Madame? En fait, tout est parti des recommandations internationales, notamment celles de l'Organisation mondiale de la santé. Et chaque pays étant souverain, adapte ses recommandations à ses réalités. Et donc, nous sommes dans ce processus d'adaptation pour trouver ce qui va au Togo, ce qui convient au Togo. Oui, justement, si j'ai posé cette question, c'est parce qu'il y a un cas qui a un temps d'effrayer un peu la chronique, c'est le président américain qui a été testé positif. Il est allé dans un hôpital et moins de 14 jours, il s'en est sorti. Non, il a fait juste 3 jours, il dit qu'il est en pleine forme, qu'il est guéri. Bon. Est-ce que du point de vue médical, c'est normal? Oui, parce que dans les pays où il y a beaucoup de cas, la tendance est de n'hospitaliser que les cas symptomatiques et pire encore des cas qui sont graves. Et donc, s'il est rentré en hospitalisation, c'est peut-être parce qu'il était à la phase critique et qu'il fallait lever cette criticité avant de le libérer. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus contagieux. On n'a pas encore la preuve qu'il est complètement guéri.
Mais Donald Trump, tout le monde sait qui il est et comment il fonctionne. Oui, Didier Assogba. Oui, madame, moi j'aimerais poser une question qui aiderait beaucoup de voyageurs par voie aérienne à comprendre un certain nombre d'exigences au niveau du Togo. J'ai un ami qui a voyagé récemment et en partant du Togo, il a été amené à faire le test. Il a fait le test donc avec le résultat qui lui a permis de voyager et arrivé au pays, d'accord, naturellement il refait le test. Au départ il fait le test, il arrive ici 48 heures après. Après le test du départ de là-bas, il arrive ici 48 heures après avec un test négatif et il était obligé de refaire un test encore et il se demandait quelle est la différence entre le test qui est fait ailleurs de l'autre côté avec les mêmes réactifs presque chez Louis Pasteur et avec le test qui est fait localement ici. Pourquoi on devrait être obligé de refaire un test 48 heures juste après un test dans un autre aéroport pour arriver à Lomé? Bon, oui, pour couper court, un test, un résultat négatif n'est valable que pour le jour où on l'a réalisé. Et donc, il peut changer d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, on peut changer de statut d'un jour à l'autre. Cela vient de l'évolution naturelle de la quantité du virus dans l'organisme. Peut-être que le premier test, on l'a réalisé au moment où on n'avait pas suffisamment de virus pour être détecté. Et donc, le test que nous on fait au Togo ici, c'est pas pour contrôler la qualité du test des autres pays, mais c'est un suivi du statut de la personne. Est-ce que la personne est restée encore négative après 48 heures? C'est ça qu'on veut, on veut voir. Et quels ont été éventuellement ces contacts durant ces 48 heures? Une dernière question avec Vandelem ou quoi? En fait, c'est pas pour lui poser, disons, à titre individuel, une question. Le micro? Oui, j'aimerais dire ceci à l'endroit du corps médical et des autorités des pays africains. Des autorités des pays africains. Le Covid existe, c'est vrai. Nous savons le mode de transmission. On doit se protéger le visage, éviter le contact et puis respecter les gestes barrières. Mais aussi, il ne faut pas que les dirigeants africains se trompent de combat. Parce que si en 7 mois, il y a 49 morts, en 7 mois de confinement et de tous les sacrifices, il y a 49 morts, et de l'autre côté, s'il y a 10 000 morts, des AVC et des grandes maladies comme le palu, les hépatites, voilà, et puis la tuberculose, il faut qu'on fasse attention parce que si on continue de confiner la misère, on continue de confiner la misère, on risque un jour qu'en Afrique, lorsqu'il y aura 10 000 morts du Covid, il y a 10 millions de morts des autres pandémies et de la misère. Et le corollaire, c'est-à-dire que lorsque les gens sont misérables, ils n'ont plus de travail parce qu'on a confiné, on a fait patati patata, ils sont vulnérables et ils meurent. Donc c'est un commentaire qui dépasse Mme Alatoko. Oui, c'est ce que j'ai dit, que je ne lui pose pas une question. Oui. Mais j'ai dit, en fait, c'est adressé aux autorités médicales, mais aussi aux autorités politiques. Sûrement qui nous écoutent. Voilà. Oui. Docteur Alatoko. Peut-être pour répondre un peu à sa préoccupation, les États africains n'allaient pas décréter ces confinements-là si la population respectait le minimum qu'on lui demande, le respect des mesures barrières. On allait continuer nos activités comme cela se doit, en changeant un tout petit peu nos habitudes. Porter nos masques, éviter de nous serrer les mains et être trop proches les uns des autres. On peut continuer nos activités étant donné que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a eu la chance d'avoir moins de cas, moins de décès, comme beaucoup l'avaient prédit.
Maintenant, il ne faut pas qu'on tente le diable en nous laissant aller et sans porter les masques comme on nous les recommande, donc, sans se laver les mains. Nous avons en partie la solution si nous nous montrons disciplinés, si nous portons le masque, si nous respectons les gestes barrières, peut-être que nous avons des chances de survivre à cette pandémie. En tout cas, moi j'y crois, parce qu'il faut être en bonne santé pour consommer local togolais. Promotion du label Made in Togo, revue de presse avec le journal La Montagne. Moupé, vous parlez du mois d'octobre, un mois pour consommer local. Et là, vous y voyez une forme de révolution culturelle, un changement de mentalité et même une forme de patriotisme économique. Vandelin? Exactement. C'est vrai, les autorités ont décrété le mois d'octobre consommer togolais. Moi, je dis que elles doivent faire plus. Tout le mandat là doit être le mandat de consommer togolais. Là, vous adressez particulièrement à Fogna Simbesa. C'est pas lui seul. Il ne peut pas travailler seul. Tous. Ses conseillers aussi. Alors, ce que je dis, c'est que c'est une révolution parce que c'est la clé pour développer notre pays. Le jour où les gens comprendront qu'ils doivent consommer ce qu'ils produisent, c'est déjà une clé. Et je donne deux exemples. Supposez que les Togolais qui aiment consommer la pomme de terre, qui ont les moyens d'acheter la pomme de terre, ils décident de consommer rien que la pomme de terre de Daï. Quelle est la conséquence immédiate? C'est que les prix vont monter. Et beaucoup de jeunes qui traînent ici, peut-être qui avaient quitté Daï pour venir ici, voient que les prix sont montés, la consommation est énorme, et les gens qu'ils ont laissés dans le milieu là sont devenus riches. Ils quittent. Tu as 30 000 gardiens de nuit, tu retournes à Daï pour produire la pomme de terre pour devenir riche. Est-ce que vous comprenez? Savez-vous, j'ai essayé de faire un petit calcul. Si dans ce mois de consommer togolais, si 1 million de Togolais décident, je dis bien 1 million, de se faire un seul costume, disons, confectionné par... un artisan togolais. Voilà, un artisan togolais. Le costume, je l'évalue comme ça à 10 000 francs. Comme le vôtre, comme votre tenue Batakali. Exactement. 10 000 francs fois 1 million, s'il vous plaît, ça fait combien? 10 milliards qui tombent dans les mains des artisans togolais. Or, tous les jours, les milliards quittent le Togo pour aller à l'extérieur pour pouvoir acheter notre habillement. Donc, c'est pour ça que je dis que le gouvernement de Victoire Dogbe a la clé maintenant en main. Heureusement que ce n'est pas une dame de discours, elle est une dame de terrain, parce qu'elle vient du PNUD. Et ça, il faudrait même faire l'effort de faire comme en Chine, dans les grands pays, intégrer dans l'enseignement du préscolaire, du primaire, le patriotisme économique. Les gamins de 3 ans, déjà à l'école, on leur dit, à côté du cours de civisme, on leur dit que tout ce que le Togo produit, c'est ça qui est bon. Ils vont grandir comme ça, avec cette mentalité. À 18 ans, lorsqu'ils rentrent dans un magasin, ils regardent Made in Togo, ils disent non, ça c'est ça qui est bon, ils achètent. C'est ce que les Chinois, les gens ont fait, et ils raisonnent chinois, ils mangent chinois, ils boivent chinois. Nos voisins de l'Ouest, le Ghana, c'est très important ce sujet-là. Regardez un peu. Chez eux, allez voir. Si un Togolais quitte ici, des Togolais quittent ici, ils vont au Ghana pour acheter des cercueils qui coûtent 3 millions. Soit disant, c'est des cercueils qu'ils ont bien fait. Aucun Ghanéen ne vient ici pour acheter un meuble. Jamais. Allez-vous nous dire que, est-ce qu'un jour, un mort s'est plaint qu'on l'a enterré dans un cercueil paillot? Mais c'est une véritable révolution que Mme Dogbe, avec son gouvernement, doit faire. Et Mme Dogbe est déjà convaincue, puisque le jour du lancement, elle était en tenue du Togo. Les autres étaient en veste. Les autres qui? Les autres qui étaient là, membres du gouvernement, qui étaient là au lancement. Mais 40 degrés à l'ombre, les gens sont en veste. On ne peut pas comme ça. Mais Mme Dogbe ne leur a rien dit. Mais les images ont montré
est-ce qu'ils sont convaincus, les autres membres du gouvernement sont convaincus? Est-ce qu'ils voudront mettre en œuvre ça? C'est la clé pour résoudre le problème du chômage. Donc la montagne qui voit dans ce mois de consommer local une révolution culturelle, un changement de mentalité et un patriotisme économique. Autre journal, l'économiste, qui dit que sur note circulaire de la Première ministre, l'administration publique est invitée à consommer local. C'est une note circulaire qui circule dans les institutions, dans les ministères, dans toutes les sociétés publiques ou parapubliques. La priorité devra être accordée aux mets togolais au cours des réunions. À ces mets-là, vous avez écouté Vandelin Moupé qui voudrait qu'on ajoute également l'habillement des foulards jusqu'aux chaussures. Et Courrier de la République, Alirou, vous relevez, vous prenez acte de ce mois de octobre consommé local togolais, mais vous attirez l'attention que ça ne se décrète pas. Oui, absolument. Ça ne s'impose pas comme ça aux Togolais. On doit préparer les mentalités, comme l'a dit le doyen Vandelin. C'est tout un travail préalable qu'il faut faire d'abord. Il y a 40 ans en arrière, nous avons vécu les mêmes faits ici, où toutes les fois, c'est le refrain consommer produits togolais avec les affiches qu'on placarde un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Mais qu'est-ce qui a fait que, à l'époque, ça n'avait pas marché? Parce que, on a décrété, on a imposé la chose aux Togolais comme ça. On n'a pas pris le soin de préparer les mentalités, de préparer les terrains. Aujourd'hui, on doit partir de quelque chose. Si on veut que la consommation locale se fasse à très grande échelle, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Quel sera le package? Le Togo a de très grandes choses à proposer. Supposons que ceux qui viennent, l'art culinaire au Togo, c'est quelque chose que tout le monde sait que nous, mamans, nos bonnes femmes, on se tard là. Mais quelqu'un qui arrive, un touriste qui arrive, et le petit matin, il va, c'est pas au petit déjeuner, on lui dit que c'est à Clusogon, c'est coco ou bien c'est tapioca. C'est fait avec des produits locaux. Et c'est le Togo, c'est le producteur qui gagne. Et à midi, c'est quoi le mets? On lui dit c'est à Blo, c'est à Imolou, c'est Djenkoumé. On n'a pas allé chercher des pommes de terre venant d'un pays occidental. Donc c'est chez nous, on doit consommer ça. On a une société qui produit des huiles Nyoto. Mais quand vous arrivez chez certains, ceux-là qui sont en train de nous professer qu'il faut consommer les produits locaux, mais vous ne verrez pas les huiles Nyoto chez eux. C'est des trucs venant des pays occidentaux, soit disant que ça a moins de cholestérol. Si on n'accompagne pas la dynamique de consommer local, on ne pourra pas réussir notre relance économique, et l'industrialisation du Togo passe par là. Les bonnes femmes, les nanabins qui sont en train de disparaître de l'arène commerciale. Mais il faut relancer cela dans la semaine. On peut choisir un jour, au niveau de l'administration, on va porter des tissus, des tenues en tissu imprimés. Et là, les nanabans vont revivre. Et d'ailleurs... Mais des tenues, pas seulement en tenues imprimées, mais des tenues confectionnées par nos artisans ici. Quand vous allez au niveau de certains établissements confessionnels de la place, maintenant, à la place des corsets, les verres et consorts, maintenant c'est les tissus imprimés que nos artisans essaient de préparer et de coudre pour nos enfants. Donc, nous voulons que ce soit par des actes forts. On ne décrète pas, mais il faut des bases. Si vous posez les bases, je crois que les Togolais n'auront aucune honte à consommer nos produits locaux. C'est un peu ce que dit également le journal Le Correcteur, qui nous demande d'aller au-delà du folklore et de briser les pesanteurs. Et Didier Assoba, ce que nous disons, c'est pas seulement la nourriture, l'habillement, c'est les comportements, même les médias. Il faudra que nous, Togolais, consommions nos médias davantage, nos artistes, notre culture, mais encore à charge à ce que nous améliorions nos productions vraiment en qualité. Bien entendu, et justement pour embrayer sur le terme d'amélioration de ce qui est produit, ça dépend de le degré de consommation que nous avons. Et si les gens ne consomment pas, et si les consommateurs n'ont pas une exigence vis-à-vis des producteurs, je pense que les producteurs penseront que ce qu'ils font est déjà mieux et qu'ils vont continuer dans ce sens. Mais dès lors que les consommateurs en consomment davantage du Togolais et exigeant de la qualité
venant des producteurs, je pense que les producteurs vont pouvoir améliorer ce qu'ils proposent au public. Il nous arrive de manger un peu partout, nous, du bas peuple, au bord de la route et tout. Il arrive des jours où la bonne dame a perdu la main complètement. Vous lui dites, madame, aujourd'hui, le menu n'est pas au top. Veuillez améliorer et vous constatez que les remarques font améliorer nos bonnes dames. Moi, ce que je voudrais dire véritablement, c'est que les autorités, à mon sens, savent déjà ce qu'il faut faire. Et je reviens déjà à ton métier d'avant, c'est que éduquer et amener des gens à faire pareille chose, c'est la pédagogie. Et ça part de l'exemple qu'on donne. Dès lors que les autorités disent des choses et qui sont en déphasage avec leur comportement et ce qu'ils font en public, je pense que véritablement les choses du genre auront des difficultés. Vous voyez au Ghana les choses comme ça, le consommé ghanéen made in Ghana a pris, parce que vous voyez le président de la République qui vient en prestation de serment déjà avec avec du Kente. Oui, vous le voyez déjà faire des discours en chemise fait tissu imprimé et cousu localement. Vous voyez les Ghanéens, ce qui rentre chez eux, c'est du bon. Si vous amenez ce qui est meilleur, vous pouvez rentrer au Ghana avec. Mais si vous amenez du paillon, ça ne rentre pas au Ghana aujourd'hui. Mais ici, qu'est-ce que nous faisons? La politique, c'est quoi? Qu'on laisse venir ce qui n'est pas de la qualité, ce qui peut se gâter dès le lendemain, et ce qui est meilleur chez nous ici, on peut laisser partir à tout moment et n'importe comment. Et donc, véritablement, le consommer local, quelqu'un a dit que ça devait être plutôt le refrain de tout le mandat. Je pense véritablement que ça doit être la politique de notre renaissance en tant que nation. Si on veut renaître en tant que nation togolaise, si on veut rayonner dans la sous-région, je pense que nous avons suffisamment de la qualité. Je pense que le Togo est le seul pays dans la sous-région aujourd'hui. Vous avez la difficulté de choisir le mets. Parce qu'il y a à manger à suffisance. Le menu est tellement varié de telle façon que vous perdez dans le choix. Et vous avez l'embarras de choix. On peut miser dessus, retransformer notre pays en un vrai pays de tourisme, un vrai pays où l'économie touristique est conjuguée avec ce que nous voulons faire avec du PND, faire du Togo un hub régional et tout ça. Cela pourra permettre à la renaissance de notre pays. Juste mais s'il n'y a pas l'exemple, on ne pourra pas réussir. Juste compléter que ce mois de consommer local, c'est pas seulement Togo, c'est dans tout l'espace communautaire de l'UMOA. Oui, je voudrais compléter quelque chose. J'ai dit, nous avons salué ce que le gouvernement veut faire. Éducation par l'exemple. C'est bien, madame est venue pour l'ouverture, elle était justement en tenue du Togo. Ça, c'est à saluer. Elle a été ministre du développement à la base. Dans le projet de création d'emplois, elle a encouragé les jeunes à se prendre en charge. Les menuisiers ont appris à, disons, leur travail. Ils ont fini. Ils ont acheté des planches à crédit. Ils ont fait des meubles qu'ils ont exposés. Quand vous baladez, vous voyez ça. Mais nous, on souhaite que dans 2 ans maximum, que madame la première ministre fasse l'effort de démanteler les réseaux qui amènent les choses de l'Europe ou d'Asie, je ne sais pas, pour inonder les rues et nos menuisiers ne peuvent plus vendre. Ce qui casse donc le travail des artisans. Ils ne peuvent plus vivre. Alors, qui fait le discours de créer vos propres emplois et qui fait amener ces choses-là pour inonder? C'est ça le problème. Donc, c'est un défi pour elle. Parce que les Togolais attendent, c'est la première fois qu'une dame est Premier ministre, et les Togolais attendent des résultats. Elle ne peut pas s'autoriser à échouer. Merci. Vous parlez beaucoup de l'école. Et je rappelle que dans ce gouvernement, il y a un portefeuille, la formation à la citoyenneté, qui est collé au ministère des Droits de l'Homme de notre ami Christian Trimois. Mais l'école qui doit réouvrir ses portes dans 2 semaines, jour pour jour. À ce sujet, le journal Le Télégramme du Togo, qui écrit à 2 semaines de la rentrée scolaire, Kokoroko Oma. Quand Kokoroko va terminer son séminaire gouvernemental, on va voir comment il s'active à préparer la rentrée. La rentrée également qui se prépare dans le fin fond du Togo, dans la région de Savane. Et Courrier de la République, vous écrivez
une association de nom de AJUT qui se porte au secours des élèves de 5 établissements publics à Dapan, avec sûrement des fournitures scolaires mises à leur disposition. Oui, l'AJUT, c'est l'association des jeunes pour l'unité des Togolais. Vous savez, la rentrée, c'est pour le 26 octobre prochain, et cette rentrée s'annonce pas sous de très bons signes. Et pas sous de très bons signes à cause de la situation que nous vivons, la pandémie à la Covid-19. Les élèves qui d'habitude avaient une petite marge pour aller s'adonner à de petits jobs et se préparer à la rentrée n'ont pas eu le temps matériel nécessaire. Et quand au niveau des savanes vous jetez un regard là-bas aussi, avec les inondations, les parents ont presque tout perdu, avec les eaux qui ont presque emporté leurs champs. Donc les parents non plus ne pourront satisfaire aux besoins de leurs enfants. Donc ça devient un peu compliqué et beaucoup d'enfants seront contraints d'abandonner, pas parce que ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils veulent bien s'adonner à autre chose, mais les moyens vont sérieusement manquer. Donc certains ont senti les cris de détresse qui leur sont envoyés et ont décidé d'accompagner les élèves pour cette rentrée. C'est ce qu'a fait l'AJUT par le truchement de son président Benjamin Larrey, qui a mis à la disposition de 5 établissements de la préfecture de Thône, de Dapan, des fournitures, des cahiers, des kakis, et puis la particularité des cahiers, c'est que c'est des cahiers conçus ici, où en dernière page, il y a le volet sensibilisation par rapport à la Covid-19. C'est-à-dire que les gestes à adopter par ces élèves. Des cahiers made in Togo. Made in Togo, des cahiers fournis ici parce que nous voyons sur le terrain, des cahiers conçus ici avec ce que la JUT a eu à réaliser comme action sociale sur le terrain. Et en dernière position, souvent on voit là-haut, mais souvent quand on était petit, les tables de multiplication et de tout ça là. Donc lui, il a mis le volet sensibilisation derrière. Donc beaucoup d'élèves vont pouvoir commencer la rentrée par ce geste de solidarité. Donc, Benjamin Larrey a appelé les autres aussi qui disposeraient d'un peu de moyens à accompagner des élèves dans leur localité respective. Parce que ça ne serait pas du tout aisé. Merci, mais il faut dire à la JUT qu'il n'y a pas que 5 établissements publics dans la région des Savanes. Il devait y en avoir des centaines, voire des milliers, et que le même geste aille un peu partout. Non, c'est d'ailleurs pourquoi il a appelé à d'autres bonnes volontés de se manifester, parce que il serait prétentieux de la part de la JUT de répondre aux besoins de tous les enfants, de tous les établissements de cette grande région. Mais lui, il a fait sa part. Si d'autres aussi venaient à faire les leurs, je crois que c'est les élèves les tout petits qui vont avoir le sourire, et ça desserrerait aussi les taux autour des parents qui ne savent pas à quel sens se vouer par rapport à la reprise qui s'annonce imminente. Merci. Nous revenons au gouvernement pendant quelques instants sur l'exécutif. Le tandem Fort-Victoire, comme certains journaux l'écrivent. Revue de presse avec le correcteur qui commence. Invisible aux obsèques de ses collaborateurs, Faure Gnassingbé qui se dit soulagé de la libération de Soumaïla Cissé. Encore une exhortation à privilégier le local par rapport à l'extérieur. Autre journal, Courrier de la République, vous vous demandez, Tchakala, qu'attendent Faure Gnassingbé et Victoire Temenga Dogbe de leur ministre? Oui, les attentes sont très nombreuses. La tête de l'exécutif attend beaucoup de ministres, de leurs ministres. On n'est pas ministre pour se refermer sur soi-même. On est ministre pour se montrer disponible. On est ministre pas pour se montrer méprisant, suffisant, arrogant, mais on est ministre pour se montrer humble. Et on n'est pas ministre pour sa préfecture natale, on est ministre de la République. Donc, ceux-là qui disent que je suis ministre, donc c'est ceux qui viennent de ma préfecture que je dois recevoir, c'est tout faux. C'est édulcorer la fonction même du ministre. Et souvent, certains se disent ministre parce que j'appartiens à telle chapelle politique, donc c'est tout ceux-là qui viendra de ma chapelle que je dois recevoir, je dois échanger avec eux. C'est tout faux. On n'est pas ministre pour dire que mon étiquette c'est uni, mon étiquette c'est tel parti politique, donc je suis censé recevoir rien que
les militants du parti dont j'appartiens. Donc, je crois qu'il faut rechanger les choses, et des ministres qui arrivent dans leur localité respective de nuit, et déjà aux premières lueurs du jour, on les voit déjà fuir parce que ils ne veulent pas écouter les populations, les parents restent au village et prendre en compte les préoccupations qui viendraient à leur être soumises. Donc, je crois que les ministres, on les veut plus proches des populations, et puis c'est pas des ministres qui sont surabondants sur les réseaux sociaux. On voit, c'est un challenge qui va peut-être occuper la toile plus que les autres. Si tel était le cas, certains ministres qu'on a débarqués ne seraient pas sortis du gouvernement parce qu'ils sont plus actifs que tout le monde. Donc, c'est les actes sur le terrain, c'est les contacts du terrain. Véritablement disponibles, oui, ouverts à toute la population et travailleurs. Absolument. Eh bien, autre journal, l'audience qui écrit gouvernement Tomenga Dogbe, les grands chantiers. Pendant que vous, la montagne, vous rappelez à Madame Tomenga Dogbe que la première ministre et son gouvernement sont très attendus. Vandelin? Oui, ils sont très attendus, mais c'est sur le résultat. Ils ont une feuille de route. Une feuille de route qui va leur être précisée durant 3 jours. De toute façon, là, c'est leur cuisine interne. Nous, on veut les actes concrets sur le terrain. Les actes concrets. À Noël, déjà, nous, les journalistes, on va essayer de les épier, voir. Ils auront fait environ 3 mois d'ici Noël. Oui, je suis toujours dans le même sujet qui m'a amené ici. C'est-à-dire qu'à Noël, déjà, on verra bien si c'est les 20 mousseux qu'ils vont ouvrir pour servir les gens chez eux, ou bien ceux qui sont caviar, ils vont boire chouk avec leur communauté. Ceux qui sont Moba, ils vont boire de Benjamin Larrey. Voilà, vont boire le chapalo. Déjà doit être. Et les parents de Didier Assogba à Couvé, on va voir. S'ils boivent le Déjà. Parce que si vous êtes autorité, vous retournez dans votre communauté. Vous consommez local, c'est-à-dire vous prenez la boisson de chez vous. Dès qu'ils vous voient boire ça, ils ne sont plus frustrés, ils boivent ça. Que le ministre a bu ça, donc c'est bon. Mais oui, mais si vous restez dans un coin quelque part, le grand patron, il ouvre un vin mousseux, je ne sais même pas qui leur dit que c'est de bonne qualité. Et puis il ouvre ça, il boit. Les paysans voient que donc notre boisson n'est pas bonne, c'est la boisson des pauvres. Merci. Le gouvernement Tomenga Dogbe qui est également attendu sur un chantier que les auditeurs rappellent et dont Forum de la semaine parle aujourd'hui. Déclaration des biens. Tomenga Dogbe et son gouvernement s'activent pour donner le bon exemple. Didier Assogba, voilà une interpellation qui est faite depuis, mais qui est sans cesse renouvelée pour le gouvernement Tomenga Dogbe. Oui, bien entendu. Nous avons d'ailleurs produit un article sur le sujet le vendredi dernier. Le gouvernement, les nouveaux ministres, on va dire, sont beaucoup plus attendus et ils le savent pertinemment. Parce qu'ils vont servir, on va dire, en quelque sorte de cobaye, même si c'est bien de déclarer ces biens comme l'a souhaité et comme c'est mentionné dans la constitution togolaise. Il va falloir qu'ils déclarent leurs biens et avoirs pour qu'on sache véritablement quel est le degré de richesse et de biens qu'ils ont en arrivant au gouvernement. Et au sortir également, reprendre cet exercice pour qu'on sache l'écart qu'il y a entre ce qu'ils avaient en rentrant au gouvernement et ce qu'ils ont eu ou ce qu'ils ont finalement en sortant du gouvernement. Et donc, comme le dit la loi, comme le stipule la loi sur la déclaration des biens et avoirs, telle que votée par l'Assemblée nationale, les nouveaux membres de l'équipe gouvernementale ont jusqu'au mois de mars, début mars par là, pour se prêter à cet exercice-là. Donc, on sait un certain nombre de personnalités, à commencer par Madame le Premier ministre, Victoire Dogbe, qui doit déclarer ses biens devant Madame, donc le médiateur de la République, et les ministres également qui doivent faire autant. Ça permettra à la République, on va voir si véritablement les ministres arrivent à faire ça, ça permettra à la République d'appliquer les règles de droit qu'elle se donne pour devenir véritablement un État démocratique. Et véritablement, on attend, comme les auditeurs l'ont dit, on attend les ministres et le gouvernement, donc au tournant
d'ici le mois de mars pour voir s'ils se prêteront véritablement. En tout cas, c'est ce que nous écrit en noir sur blanc, Forum de la semaine, que Mme Temega Dogbe et son gouvernement s'activent pour donner le bon exemple en matière de déclaration de leurs biens et avoirs. Ce sera d'ailleurs la première fois dans l'histoire du Togo que cela arriverait et on attend vivement. Merci. Nouvelle opinion qui écrit lui que le tandem Fort Victoire décidé à communiquer sur les actions du gouvernement. Et le journal continue. Christian Trimois, Akoda Ayewadan et Koisan Yovodevi, le trio qui s'annonce déjà gagnant. Voilà quand même une grande première que le gouvernement togolais a deux porte-parole pour le gouvernement et un directeur de la communication pour le président de la République. Autre information que déjà dont parlait déjà Aliou Tchakala, les ministres sont en séminaire gouvernemental depuis ce matin. Et c'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a tweeté lui-même qu'il préside ce 12 octobre un séminaire gouvernemental qui va durer jusqu'au mercredi prochain. Et il s'agira donc de présenter de manière détaillée la feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Une feuille de route qui va s'articuler en 3 axes, à savoir 1. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. 2. Dynamiser la création d'emplois. 3. Moderniser le Togo et renforcer ses structures. Vandelin, on dirait que le gouvernement commence par corriger l'un de ses talents d'Achille, la communication. Oui. Et dedans, là, ce que vous venez de lire, il y a un qui m'intéresse. C'est lequel? Dynamiser la création d'emplois. Peut-être on n'aura pas le temps d'en débattre. L'emploi est un défi pour tous les dirigeants de la planète. L'emploi, c'est là-bas la clé. Tension sociale, tout ça. Si les gens ont l'emploi, les tensions baissent d'elles-mêmes. Mais si vous faites des buildings, tout ça là, des ponts, c'est bien. Mais si il n'y a pas d'emploi, il y a problème. Et quand je dis emploi, ce n'est pas des emplois précaires. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, on embauche quelqu'un pour 3 mois, et puis l'activité finit. Non, ce n'est pas ça. Donc, dynamiser, c'est bien. Il y a même actuellement des initiatives, et j'en ai parlé. La nouvelle brasserie, là, qui est construite, là, ça, c'est les emplois, ça, qui sont créés depuis l'usine jusqu'à la direction. Tous les dépôts de vente de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, c'est les gens que ça emploie, les chauffeurs, etc. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est vrai. Même si quelqu'un ne boit pas, au moins il va travailler dedans, hein? Parce que c'est le travail qui est l'homme. Merci. Donc tout le gouvernement qui est réuni en séminaire pour 3 jours, c'est le chef de l'État qui a tweeté et qui dit que ce séminaire sera l'occasion de présenter de manière détaillée la feuille de route stratégique au gouvernement pour les 5 années à venir. Et la feuille de route sera axée sur 1. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, consolider la paix. 2. Dynamiser la création d'emplois. Et 3. Moderniser le Togo et renforcer ses structures. Oui, Tchakala? Non, le troisième aspect me plaît bien. Moderniser le Togo et renforcer ses structures. Absolument. Le Togo n'a rien d'un État moderne à ce 21e siècle. On ne va pas se leurrer. Il suffit seulement de visiter certains autres pays pour se rendre compte qu'au Togo, on a accusé un très grand retard et les infrastructures n'existent pas. Mais vous avez un ami qui vient d'un ailleurs, il dit, mais aujourd'hui, il va falloir qu'on aille visiter un de vos grands centres. Mais vous allez perdre la face. Vous allez l'amener où? Au Casef la nuit? Vous allez l'amener où? À Décon? Ça ne prête pas mine. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui refaçonner le pays. Ce qu'on voit à Lomé, il faudrait qu'on ait la réplique au niveau de Tchévier. Mais hier, je revenais de quelque part à Tchévier, il a fallu qu'il pleuve seulement pour que les gens aient leurs pieds dans l'eau. Donc ça me dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, 30 km de la capitale, la première ville, doit vivre cela à la première pluie. La capitale même a les pieds dans l'eau. Aller vers l'aéroport, les riverains
qui ont les pieds dans l'eau. Un pan de la clôture de l'aéroport même s'est écroulé. Et à ce sujet-là, vous savez, il y a un quartier là, à Berkouta, proche de l'aéroport. Chaque année, ils se plaignent. Mais je n'ai jamais vu un ministre aller là-bas. Mais il a fallu que la clôture de l'aéroport s'écroule, qu'on voit au moins 3-4 ministres. Alors, entre la clôture de l'aéroport et les populations qui vivent là-bas, qu'est-ce qu'il y a plus important? Mais allons rapidement, parlons de l'ANC, qui a fêté ses 10 ans sous la forme d'un conseil national. Mais en fait, c'est la rentrée politique que l'ANC vient d'opérer. Le correcteur en parle, qui écrit nécessité de consolider la nécessité de sortir de la confusion actuelle créée par les fossoyeurs de l'alternance. Corée de la République qui rappelle les 10 ans d'existence de ce parti, l'ANC. Quel bilan pour l'inoxydable Jean-Pierre Fabre et ses compagnons? Oui, Tchakala, rapidement. Non. Quel bilan établissez-vous pour Jean-Pierre Fabre à 10 ans à la tête de son nouveau parti? Le bilan est de loin très encourageant par rapport à ce que nous avions vu des autres partis. Aujourd'hui, qu'on ne se leurre pas, à part la petite parenthèse du 22 février, l'UFC s'affiche comme la deuxième. L'ANC s'affiche comme la deuxième force politique de ce pays. Après UNI, c'est l'ANC. Un maillage sérieux du territoire est fait. Et vous avez vu, au niveau les élections antérieures, que ce soit les législatives ou la présidentielle de 2015, c'est ce parti qui a fait un score presque honorable. Plus de 30%, on n'a jamais enregistré cela. Donc ça veut dire que ce parti a une assise nationale vraiment importante. Donc, et puis aujourd'hui, ce parti est un peu ouvert aux critiques. Quand vous critiquez, bon, on ne vous jette plus les flèches et les pierres comme avant. Et on a vu le leader même de ce parti qui est en train d'arborer un meilleur profil qu'avant. Donc c'est un monsieur un peu sage, c'est un monsieur qui ne donne pas les coups quand on lui en donne, il encaisse et il attend le bon moment pour le faire. Donc vous avez, ils ont été victimes de beaucoup de choses, hein, mais ils ont attendu leur conseil, les 10 ans, pour dire ce qu'ils avaient et les présager de ce qu'ils auront à faire dans le futur. Donc vivement que 2023 arrive avec les législatives pour que ce parti-là reprenne la place qui est la leur, et mieux encore, devenir une véritable force politique pour peut-être diminuer un tout petit peu la trop grande force du parti au pouvoir. Merci. En tout cas, l'ANC s'était fixé des objectifs à ce conseil national, à savoir la remobilisation des populations, remettre le parti en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales, renforcer les moyens d'action politique des structures du parti et consolider l'unité et la cohésion du parti autour des valeurs de la Blodé. Didier Assogba, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ANC donne l'impression d'être sorti vraiment requinqué de son conseil national. Nous avons la chance de voir un nouveau parti depuis samedi dernier. Oh, un nouveau parti, ça dépend de l'angle sous lequel vous voyez les choses. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Tchakala que l'ANC soit le parti de l'opposition le mieux implanté. Sur le territoire national, tout le monde est d'accord. Il dit après l'UNI, bien sûr. Après l'UNI, bien entendu. L'ANC ne vient pas du vide. L'ANC roule sur les reliquats de l'UFC. Ça, on ne va pas refaire ce débat. Et ANC aujourd'hui, moi j'ai été personnellement déçu d'un certain nombre de choses que Jean-Pierre Fabre a raconté, autant pour moi, a dit dans ces deux discours qui ont marqué donc ce Conseil national. À savoir l'ouverture et la clôture. Oui, les discours d'ouverture et de clôture. Pour moi, c'est des discours trop qui s'attaquent trop aux opposants, qu'ils caricaturent comme des fossoyeurs de l'alternance. Bon, pour moi, ça dépend. On aura peut-être d'occasion de revenir dessus. Mais je ne vois pas un parti politique qui veuille empêcher l'ANC de décrocher le fauteuil présidentiel aujourd'hui. L'ANC, après 10 ans, à mon sens, avec la carrière, tout ce que Jean-Pierre Fabre et les autres collaborateurs ont eu à faire sur le landau politique togolais, moi je pense que si on veut relancer le parti sur de nouveaux rails, il aurait fallu
ne pas trop envoyer à la vindicte presque les autres partis de l'opposition, les autres collègues avec qui on a travaillé à peu près 10 mois, et aujourd'hui qu'on taxe de prétendus amis, de faux amis, et tout ça. Pour moi, l'ANC aurait dû faire économie de ces critiques-là, d'envoyer les autres collègues de l'opposition à la vindicte presque, et plutôt tracer la voie. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Fabre, depuis son discours de la veille de l'indépendance, le 27 avril dernier, est resté un peu constant là-dessus. Il a proposé quelque chose, il aurait pu l'argumenter beaucoup plus, ce qu'il a appelé compromis politique pour véritablement moderniser le Togo, en faire un État démocratique. Et vous trouvez qu'il aurait pu de s'en prendre beaucoup plus à ses frères de l'opposition? Oui, et a plutôt noyé sa proposition de compromis politique là, sur lequel moi je l'attendais, qu'il creuse davantage pour attirer les autres. Les mêmes aussi ne le ratent pas. Vandelin, un petit mot sur le Conseil national des 10 ans de l'ANC. Bien, je vous remercie. En réalité, je crois que l'ANC, comme les autres partis, comme l'UFC et autres, regardez un peu comment l'UFC affaiblit. L'ANC a pris le même chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne comptez plus sur le cœur. Avant, vers 90, 91, etc., les partis politiques comptaient beaucoup sur le cœur. J'ai écrit un article pour dire que il n'y a pas possibilité pour un parti d'opposition de prendre le pouvoir au Togo parce qu'ils ont une faiblesse très grave. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Vous allez voir, un parti, quand vous voyez Guinée-Bissau, Gambie, partout, c'est les partis au sein desquels il y a des hommes d'affaires, des gens qui ont créé des emplois, etc., qui peuvent faire la campagne demain. On ne peut pas prétendre aujourd'hui prendre le pouvoir, ni aujourd'hui ni demain, quand on n'a pas les moyens. Ils ne peuvent même pas organiser une vraie campagne. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas gagner une élection quand vous ne pouvez pas la contrôler. J'ai suivi toutes les élections avec au moins mon œil d'observateur. J'ai suivi toutes les élections. Le Togo a 7000 bureaux de vote, 6900. Aucun parti politique n'a pu placer des représentants dans les bureaux de vote. Là, quand en amont, vous n'êtes pas en mesure de contrôler une élection, soit vous vous rangez, soit vous cherchez un homme d'affaires, un milliardaire. Aujourd'hui, les talons, les trompes, ils n'ont pas, c'est pas des politiciens. Mais ils veulent l'honneur, ils ont mis l'argent pour arriver. C'est tout. Donc, personne, moi je ne vois pas encore. Sauf que Vandelin, ça risquerait d'être plus dangereux si des hommes d'affaires viennent pratiquement acheter le pouvoir politique. Non. Il est 12h, passé 2 minutes, on va devoir suspendre là. Le temps de souffler un peu, faire un clin d'œil à nos partenaires. Nous revenons avec les auditeurs sur des questions débattues aujourd'hui. 93.5. Eh bien, nous revenons avec vous, avec autour de nous notre invité, Dr Wembo Alatoko de l'INH, les confrères Vandelin Moukwe, Didier Asogba et Alero Chakala. Merci d'intervenir sur des questions débattues aujourd'hui. Le premier auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Abdel, nous vous écoutons. ça fait longtemps. Ah oui. Je voudrais tout d'abord vous saluer tous. C'est gentil. Particulièrement Chakala. À voir la façon dont il a décrit l'activité qu'a mené la JUT à sa tête, le président Benjamin. Ça prouve qu'il a fait un tour dans la région. Je voudrais féliciter cette association aussi parce que ça a contribué à soulager un peu les peines des parents et de certains enseignants également. Et je voudrais attirer l'attention aussi du journaliste Chakala. Je sais qu'il a fait le tour jusqu'à Dapon pour couvrir cet événement. Et je sais toutes les peines qu'il a traversées avant d'arriver à Dapon. Je voudrais l'exhorter aussi à faire un très bon article sur la voie qui mène à Dapon. C'est dangereux. Cette voie, elle est très dangereuse. Oui. Et surtout avant Mango et après Mango. Nous en parlons pratiquement tous les jours. C'est la catastrophe environ naturelle. 25 km avant Mango et à partir de Mango jusqu'à Barkwasi.
Sincèrement, peut-être on pourrait faire une compétition entre ce tronçon-là et la route de Ségbé. Je ne sais pas laquelle va l'emporter. Je dis, c'est une catastrophe naturelle. Je ne sais pas s'il existe encore une voie comme ça dans un autre pays, je ne sais pas. Je te dis la catastrophe naturelle. Et les autorités aussi de la région, je vais attirer l'attention du ministre Yark. Vous ne pouvez pas être de cette région et laisser une voie telle. Ce n'est pas possible. Et vous l'empruntez chaque fois. Vous l'emprunterez chaque fois. C'est inadmissible. Je te dis, il suffit de faire un aller-retour avec ta voiture pour en payer tous les frais de réparation. Merci beaucoup, Abdel. Merci pour à l'association. Merci pour ce rappel. C'est important. Les ministres qui sont en séminaire gouvernemental devraient peut-être inscrire cela. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kolani depuis Agoué. Ah, notre vieil ami Kolani. Oui, je salue vos collègues sur le plateau. Nous vous saluons en retour. Ouais, en présentant vos collègues, je pense que le journaliste de la montagne, là, il doit être sage. Hein? Donc, quand il nous dit qu'au niveau des élections, il faut avoir des moyens pour mettre les gens dans les bureaux de vote, je pense que notre CENI, ceux qui les composent sont payés par le contribuable togolais. Donc, ils ont le devoir de donner les vrais résultats et non pas les tronquer. On n'a pas besoin de mettre les gens dans tous les bureaux. C'est pourquoi le contribuable togolais, en donnant de l'argent à la CENI, c'est pour qu'on nous sorte ce qui est dans les jeunes. Maintenant, si on ne nous sort pas ça, est-ce que c'est ça la démocratie? C'est ce que nous voulons pour notre peuple? Non, vous voyez, et puis, ils savent. Oui. Alors, l'ami Kolani, il est parti. Sinon, je voudrais juste lui rappeler que, même si comparaison n'est pas raison, la dernière fois, nous avons écouté Cellou Dalein Diallo, candidat à l'élection en Guinée, qui a promis qu'il allait déployer 34 000 délégués dans chaque bureau de vote pour avoir les résultats à temps réel. Peut-être que les Togolais pourraient faire comme Cellou Dalein Diallo. L'élection aura lieu le dimanche prochain. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Allô, club de la presse. Consommer local, c'est tout. Okay. Sauf que nous tous, nous ne consommons pas le V au Togo. Ok, nous devons travailler pour qu'on y arrive à cette étape-là. Vivement. Parce que parler toujours le français et parler et dire de consommer local, je pense qu'on rame à contre-courant. Et je réitère mon dicton, Ok. J'aimerais poser une question à madame. Madame Alatoko. Et faire un ras-le-bol. La question, c'est par rapport aux analyses de ceux qui voyagent. Je vous donne un exemple, vous allez me dire comment vous le traitez. Je suis conducteur. Je prends quelqu'un qui dit va voyager, qui va faire ses tests d'analyse. Après moi, conducteur, je suis dans mon activité. La personne, je l'ai ramené à votre institut, il finit de faire ses tests, je ne sais pas s'il est contaminé ou pas, s'il est parti s'il est positif ou pas. Voilà. Comment vous traitez ces cas-là? Maintenant, mon ras-le-bol, je sais que pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Mais souvent, quand vous ne faites pas attention à casser les œufs tombent par terre et vous ne pourrez même pas faire les omelettes. J'aimerais indexer Ebomaf. La souffrance qui nous fait endurer depuis vendredi, vraiment, c'est le chaos. On ne peut pas nous dire qu'on va utiliser nos sous pour nous construire des routes et on nous envoie sur des voies qui ne sont pas praticables. Les déviations. Les déviations ne sont même pas aménagées, améliorées. Mais Eboma fait des tracteurs, ne serait-ce que juste, non. Ça nous fait très mal. Et ce matin, vraiment, non. Merci beaucoup. Eboma va compris. Madame Alatoko, vous notez la question. Un taximan, par exemple, qui emmène quelqu'un faire le test, si le patient s'est révélé positif, comment on va faire pour trouver le taximan et également le faire suivre? L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Comme l'a dit David. Allez-y. Je vous salue. Nous vous saluons aussi. J'interviens concernant le programme de société du Premier ministre. C'est un programme vraiment très appréciable.
Mais ce que moi je crains, il ne faudrait pas que ça soit des effets d'annonce. Et secondo, il propose de diversifier l'économie et de créer des emplois. Or, pour créer un emploi, il faut que au moins les sociétés qui sont installées, les grandes sociétés qui sont installées à Lomé, il faudrait que ces sociétés-là soient décentralisées. La zone franche. Tout Lomé, seulement qui occupe la zone franche. Pourquoi ne pas étendre ça dans les 5 régions du Togo pour profiter aux jeunes? Donc, si pour vraiment réussir à ça, ils n'ont qu'à passer à décentraliser toutes les grandes sociétés. Merci. Tu vois, la société textile d'Acha, c'est resté jusqu'à ce jour. S'ils arrivent même à reprendre ça, ça va quand même soulager les gens qui sont dans la région de Plateau. Des pistes qui pourraient inspirer le gouvernement dans son projet de création d'emplois. L'auditeur déjà en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Papa Sibiti. Bonjour. Je voudrais à travers vous remercier le club de la presse, le président de la République, le ministre et le ministre Trimois. Pour votre carton vert. Pour mon carton vert, il faut être reconnaissant. Oui. Donc les gens nous suivent, qu'ils appliquent ce que nous leur demandons. Ça c'est important. Deuxièmement, consommons local. Monsieur Sass, je suis votre père. Le Premier ministre, c'est notre autorité, on ne peut pas, le président. Il ne peut pas dire quelque chose et nous allons dire non. Parce que sur un cheval, lui couper les oreilles, tu vas tomber. Mais qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui ne l'est pas? Un Togolais aujourd'hui sait qu'il doit manger la pâte. Mais si les choses reviennent plus chères, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que nous utilisons, c'est local, les voitures, tout ça, il faut revoir. Je ne vais pas trop aller loin pour que nous nous adaptions. Merci. Ce n'est pas parce que vous avez porté le quintet et que, bon, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Papa Sibiti, c'est vrai que je vous dise que j'ai été fier pour le carton vert que le ministre et moi vous a décerné le vendredi dernier. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Pour Crimain. Pardon? Pour Crimain. Ok, allez-y. Ouais, quelqu'un a dit là-bas que les opposants n'ont pas de moyens pour faire leur politique. Je dis que c'est un problème biaisé. Vous savez, dans ce pays, quand vous n'êtes pas avec la minorité, tout ce que vous faites, on va chercher que pour vous coller. Ou soit on vous dira que vous avez fait une escroquerie internationale, ou bien on dit que vous ne pas simplement votre chose OTR, que vous ne payez pas l'OTR. C'est ce qui se passe quand vous n'êtes pas avec la minorité ici, vous ne pouvez pas être quelque chose. Ce qui se passe dans notre pays, c'est pas que les opposants n'ont pas de moyens. Et vous voyez comment le gouvernement est huilé. Ils ont tout. Le beurre et le pain à la fois. Vous voyez, ils ont tous les moyens, ils se sont accaparés de tous les moyens. Qu'est-ce que vous voulez pour l'opposition? Ils n'ont qu'à céder une partie pour l'opposition. Et je crois que la concurrence sera loyale. Vous comprenez? J'essaie de comprendre. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher ami. Allô, l'ami, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, c'est monsieur? Comment allez-vous? Oui, diminuez un peu le volume de votre poste. C'est Karim depuis Spectacle. Notre ami taximan. Ouais. Ça, vous voyez, l'autre fois en Côte d'Ivoire, les opposants, ils ont pris la ville de Foutouani et ils ont fait leur congrès. Ils ont fait un meeting. Oui, vous êtes sûr qu'un opposant peut prendre un stade de notre stade de Kéguessi et que le gouvernement peut accepter de le donner? Notre gouvernement ne peut jamais accepter de donner le stade de Kéguessi à un opposant qui est au Togo. Alassane Ouattara aussi devait refuser, mais il sait que c'est ses amis, il doit aussi les aider. Mais ça, je laisse tomber. Si vous prenez la voie de la présidence, là où le président de la République habite, je ne suis pas sûr que les gens vont voler jusqu'à voler à la présidence. Si vous voyez les deux dames qu'ils ont mis là-bas, les deux dames ne sont pas en bonne santé. Je ne sais pas comment, quelle société qui a pris ce boulot
qui a fait ce vilain pour le déposer là-bas. Et le président de la République passe là-bas. Et on regarde ça, on se tait, c'est pas du tout bien. C'est vilain dans notre pays que la voix d'un président de la République soit vilain comme ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Karim le taximan, reprenez votre entreprise. C'est avec ça que vous vivez. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Valentin. Valentin. Oui. Nous vous écoutons. C'est la toute première fois et c'est avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Oui, tout à l'heure, il y a le confrère, je veux dire, votre collègue de la montagne. Il a parlé tout à l'heure, il a dit que l'Afrique, notamment le Togo, se trompe de combat en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19. Je suis entièrement d'accord avec lui. On concentre toutes les énergies sur cette maladie, alors qu'il y a d'autres pathologies qui tuent nos compatriotes ou bien le peuple africain comme des mouches, quoi, c'est ce que je veux dire. Maintenant, en ce qui concerne la consommation locale, consommons local. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Qu'est-ce que nous avons au Togo? Quel produit nous avons au Togo étiqueté Made in Togo et qui est maintenant suffisamment présent sur le terrain pour qu'on nous incite à consommer? Là, c'est une question que je n'arrive pas à trouver la réponse moi-même. Maintenant, le maïs togolais, le riz togolais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les Togolais peuvent se contenter de ces deux produits-là? Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aller chercher ailleurs si les produits que nous avons localement ne sont pas à point à nous aider à subvenir à nos besoins? Voilà, en ce qui concerne la consommation locale, et on a dédié un mois, on dit le mois d'octobre. Voilà, ce mois-là, je pense qu'il y a certains qui ont considéré ça comme un carême, ils se retiennent. Jusqu'à la fin de ce mois, ils vont courir dans toutes les directions pour aller chercher leur nourriture européenne. Excusez-moi. Voilà, moi je pense que ça doit être un truc continuel. Là, ça va pouvoir rentrer. Merci beaucoup. Le débat est bien riche aujourd'hui. Un clin d'œil à nos partenaires, nous revenons pour les réponses conclusions. Eh bien, nous revenons rapidement pour les réponses. Docteur Alatoko, le taximan qui a pris une personne qui s'est fait dépister chez vous, au cas où la personne est testée positive, comment on pourra identifier ce taximan-là également et le faire suivre? Oui, peut-être je vais clarifier avant de répondre à sa question. C'est pas parce que quelqu'un, on prend quelqu'un dans son taxi, la personne vous dit je m'en vais faire un test, que cette personne-là est d'office quelqu'un qui porte le virus. Néanmoins, s'il arrivait que cette personne soit testée positive, le district sanitaire auquel appartient cette personne, c'est-à-dire le district sanitaire dans lequel vit cette personne, va se charger de faire l'investigation. C'est quoi nous appelons investigation? C'est l'interrogatoire qu'on mène auprès d'une personne confirmée pour pouvoir retracer tout son itinéraire, les 14 jours qui ont précédé sa confirmation, y compris le jour où on l'a confirmé. Donc, la personne fait le listing de tous les endroits qu'elle a eu à visiter, toutes les personnes qu'elle a contactées, et ces personnes sont considérées comme contacts qui seront suivis et testés, comme j'avais décrit au tout début de l'émission. Merci madame, sauf que quand nous montons dans un taxi, on ne se donne pas la peine de prendre le numéro de la plaque du véhicule, encore moins le contact du chauffeur. Oui, et ça peut se rattraper si malheureusement le taximan venait à développer des symptômes suspects et qui se rendait dans une formation sanitaire où fera l'objet d'un prélèvement sanguin. Il ne sera pas trop tard. Vandelin Moupé, les auditeurs ne sont pas d'accord avec vous que les opposants africains n'ont pas d'argent. Oui. Le micro? Oui, je ne pense pas que... Ils ne m'ont pas bien compris. Beaucoup ont écouté, mais ils ne m'ont pas bien compris. Ce n'est pas un défaut que d'être pauvre. Mais aujourd'hui... La preuve, vous-même, vous êtes pauvre. Oui, justement. Mais tu vois, je ne cherche pas le pouvoir. Si je cherche le pouvoir, je m'en donne les moyens. Ce n'est plus la période des coups d'État, entre parenthèses, sauf le Mali. Maintenant, c'est qu'il faut aller en compétition. Les gens veulent l'honneur. Quand j'ai dit comme ça, bon, ceux qui, au Nigeria, prennent le pouvoir, c'est pas... Ils ont l'argent, mais ils veulent juste l'honneur. On cherche le pouvoir pour l'honneur.
Vous comprenez? Mais on a tendance à croire, dans certains pays faibles comme nous, des gens veulent aller au pouvoir pour se nourrir. Mais s'ils veulent aller au pouvoir pour se nourrir, ceux qui sont là-bas depuis longtemps et qui donc s'appuient sur l'administration, tout ça là, vont y rester. Sauf si vous avez les moyens. En Côte d'Ivoire, les élections de Côte d'Ivoire, c'est les milliards qui sortent de tous côtés. Parce que c'est des anciens présidents, etc. Ils ont les moyens. C'est mondial. C'est mondial. C'est ceux qui ont l'argent qui viennent au pouvoir. On a vu le samedi les Ivoiriens, les opposants ivoiriens qui ont rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Et c'est possible également que le pouvoir laisse les opposants tenir leur meeting au stade de Kégué. Vous connaissez la réponse à la question? Non, je pose la question. Déjà qu'on révise la loi sur la manifestation. On a révisé. Bon, oui, c'est une façon de parler. Déjà qu'on a révisé la loi sur la manifestation, sur les manifestations publiques, empêchant donc l'opposition de manifester à tel ou tel endroit, déclarer lieu public et tout ce que vous savez. Je ne vois pas le pouvoir togolais en train d'autoriser des manifestations de l'opposition au stade de Kégué ou au stade municipal à côté ici. C'est vrai que le Togo, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de dire, le processus a été vicié au départ parce qu'on ne s'est pas compris sur les objectifs qu'on voulait atteindre pour le Togo. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut reposer le débat et refixer les objectifs. Sinon, dans la situation actuelle, le jeu démocratique n'est pas tellement ouvert. En témoigne la dernière élection présidentielle où on a donné la subvention des frais de campagne aux opposants plusieurs mois après que l'élection ait eu lieu. Donc allez-y comprendre si on voulait véritablement aider l'opposition à battre campagne pour aller inquiéter celui qui est au pouvoir. Merci, on va terminer rapidement avec vos cartons. Carton vert pour féliciter une personne physique ou morale, jaune pour mettre en garde et rouge pour sévir. Les confrères commencent et Dr Ala Toko va terminer. Didier Asogba, votre carton de fin d'émission? J'ai pas de carton, je passe. Merci de passer. Aliromo Rouchakala? Pas de carton, je passe. Pas de carton. Vandelin Moupé? Carton vert. À qui? ASNB, la Société Nationale de Brasserie. Parce elle crée des emplois. Quand vous avez des enfants qui sont au chômage, vous comprenez ce que Moupé dit. Mais ceux qui n'ont pas des enfants, qui ont fini les études, qui sont à la maison, ils croient que je chante et je dis n'importe quoi. Donc c'est pour ça que lorsque un citoyen, même s'il est étranger, crée des emplois, il faut l'embrasser. Merci, avec le souhait que le carton vert de l'SNB ne saoule pas certains Togolais. Docteur Ala Toko, votre carton de fin d'émission? Moi j'ai 2 cartons. Vous à la fois? Deux. Vous êtes bien gourmande, hein? Ok, allez-y. Un vert pour toutes les femmes togolaises parce que cette année, le chef de l'État a renouvelé sa confiance à toutes les femmes togolaises et c'est l'occasion pour toutes les femmes de prouver encore ce qu'elles savent faire, qui a été pendant longtemps ignoré parce que dans toute la sous-région, on reconnaît cette bravoure de la femme togolaise et donc cette année et pour les années à venir, c'est l'occasion pour toutes les femmes de montrer à toute la population togolaise ce qu'elles savent faire. The Woman Power. Yes. Le second carton. Le rouge pour tous ceux qui ne respectent pas les mesures barrières et qui nous créent des travaux supplémentaires, nous, personnels de la santé, et des dépenses pour l'État togolais. Merci. Donc, carton rouge pour tous ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Enregistré. Madame, c'est la première fois que je laisse une seule personne décerner 2 cartons à la fois. Et bien entendu, c'est l'année de la femme. Bon, parce que c'est le Women Power, je ne voudrais pas qu'on dise que Sasgawa a empêché une femme de décerner 2 cartons. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra bien. Mais encore une fois, respectons les mesures barrières et célébrons la vie.